pour l'emploi du temps, j'ai l'impression, quand j'entends l'emploi du temps des enfants 10, parce que je ne connais pas forcément tous les types de handicap, mais je connais un peu plus les enfants 10, pour moi, ils sont dans les mêmes situations que les enfants qui sont dans les sections d'accès au haut niveau sportif. Ils ont 2 emplois du temps. Un emploi du temps scolaire et un emploi du temps sportif. Dans la même journée, ils en font 2. Et les enfants qui sont tous les soirs en rééducation, tous les soirs, ou quasiment tous les soirs, ou le mercredi après-midi, ou dans les temps de loisirs, dans les temps où justement les autres vont pouvoir faire autre chose, eh ben eux, on les ramène à leur handicap. On leur ramène, et donc le risque, c'est qu'on les ramène à ce qu'ils sont, alors qu'ils ne sont pas que leur handicap. Ou qu'on laisse penser, ou qu'on puisse leur permettre de construire cette image qu'ils ne sont que des enfants handicapés. Donc ça, là aussi, il y a des choses à penser. Alors, il y a des choses nécessaires, certes, mais peut-être que ça suppose aussi d'accepter, et là vous avez bien fait, Monsieur Petit, de le souligner, qu'on peut scander la scolarisation sur plusieurs années. C'est peut-être pas idiot de se dire que plutôt que d'à tout prix vouloir faire le même emploi du temps, la même journée de classe, etc., on puisse dire, bah non, c'est des gamins, autant on dit que il y a des expérimentations en ce moment sur le sport l'après-midi, peut-être qu'on pourrait dire, bah, certains enfants, l'après-midi, ça suffit. Ils ont déjà fait 4 heures, 5 heures, 6 heures, laissez-les sortir, qu'ils fassent autre chose. Parce qu'on sait que de toute façon, ça ne servira à rien. Il y a la saturation, vous l'avez dit, professeur Revol, avant d'arriver à l'école, il y a déjà une charge attentionnelle qui est telle que le gamin, il est beaucoup plus fatigué intellectuellement que tous les autres qui arrivent et qui ont peut-être été levés plus tôt, etc., mais qui n'ont pas eu les mêmes préoccupations, les mêmes charges émotionnelles et cognitives. Donc, je ne sais pas, j'étais là pour conclure, enfin, ce n'est pas plutôt une conclusion, je dirais, si on doit conclure en termes de chantier. C'est-à-dire, quels sont les chantiers ? Les chantiers, je dis collectifs, c'est-à-dire avec l'éducation nationale, avec les spécialistes, médicaux, neurologues, pédiatres, etc., avec les institutions et les associations de parents d'élèves. Les associations, parce que les parents d'élèves ont aussi un rôle à jouer, même s'ils ne défendent pas les enfants en difficulté. Les parents d'élèves sont des interlocuteurs. Est-ce que les associations, par exemple, 1, 2, 3, 10, DMF, AAD, etc., travaillent avec les associations de parents d'élèves pour relayer, ce serait peut-être, je ne sais pas, si ce n'est pas fait, il faudrait peut-être le faire, parce qu'il y a quelque chose qui consiste aussi à partager un questionnement qui dépasse simplement les enfants dyspraxiques, les enfants dyslexiques, les enfants dysphasiques, pour interroger tout le fonctionnement de l'école. Et j'ai l'impression que ce chantier-là, il permettrait de rendre l'école peut-être pas plus agréable, même si on peut le souhaiter, mais en tout cas plus attentive aux différences qui se produisent en son sein, alors que le fonctionnement ordinaire est fait pour les élèves ordinaires, ça c'est une évidence, et que les élèves qui sont un petit peu différents, justement, ils vont se retrouver dans une situation de handicap produite par l'école si elle n'est pas attentive à modifier cet ordinaire de la pratique pédagogique, cet ordinaire de l'encadrement, cet ordinaire de l'emploi du temps. Là, il y a un enjeu, il me semble. C'est-à-dire que l'ordinaire, c'est ordinaire pour les gens ordinaires, mais les gens extraordinaires, les gens différents, bah oui. Flavie, qu'on voit dans le film, essayer d'attraper un ballon, Christelle nous a dit qu'elle faisait pareil. Bon. Là aussi, vous voyez, en termes d'accueil, j'interroge pas seulement l'institution scolaire, j'interroge par exemple aussi l'institution sportive. Nous avons organisé l'an dernier la première journée 10 sports pour les 10 à Andrézieux, à côté de Saint-Étienne. 10 sports pour les 10, avec des enfants 10, différents types de 10. Et l'idée, c'était de leur faire explorer les activités physiques dont on sait qu'ils sont relativement privés, dans la mesure, ou alors dans lesquelles ils sont en difficulté, parce qu'en éducation physique, eh bien, ils sont notés, ils sont évalués, donc ça pose un problème. Quand on joue avec les autres, bah, qui c'est qu'on prend le dernier, en général? On ne prend pas le premier, celui qui ne sait pas attraper le ballon, si on joue au ballon. Donc vous voyez qu'en termes de représentation, c'est toujours celui qui va rester sur le côté. Alors, certaines possibilités motrices permettent de s'engager dans certains sports, mais globalement, l'image de soi, la confiance, etc., elle est aussi liée à la maladresse qui est renvoyée par tous les autres qui nous regardent et qui rigolent quand on fait tomber le ballon. Alors cette journée, pour moi, c'était à la fois la possibilité de proposer à des enfants une expérience motrice qui n'allait pas être organisée par le jugement dans un cadre institutionnel, qu'il soit scolaire ou sportif. Et ce que j'ai trouvé remarquable,
c'est de voir le sourire des gamins du début à la fin de la journée. Bon, ça, on pourrait dire, ils s'amusent, c'est normal. Mais dans le second temps, c'était de voir le regard des parents, parce qu'on les avait virés, parce que ces enfants aussi qui sont souvent très accompagnés. Donc l'idée, c'était que ces enfants jouent et qu'ils n'aient pas le parent, le grand frère qui soit là pour les aider. Alors on avait un encadrement pédagogique adapté, certes, mais c'était de voir la surprise des parents de voir leurs gamins, parfois de 17 ans, puis des fois des tout petits de 6 ans, complètement épanouis. Alors qu'ils avaient l'habitude de les ramener de l'école ou du club plutôt fatigués, etc., etc. Pourquoi je dis ça? C'est que l'institution sportive, elle est aussi en difficulté comme l'institution scolaire, par son fonctionnement ordinaire. Le gamin qui vient s'inscrire, certes, il peut être accueilli par un club qui ne va pas poser de questions parce qu'il va débuter, etc. Mais progressivement, le fonctionnement même de l'institution fait qu'il ne sera pas retenu dans l'équipe pour jouer. Ou alors on le fera jouer un petit peu, pas tout le match parce qu'il pose un problème. Et ce qui suppose aussi de penser des conditions d'accueil en termes de finalité de pratique. On n'est pas là pour être champion, on est là pour s'amuser, on est là pour se faire plaisir. Et de la même façon, on peut tout à fait peut-être imaginer, dans le cadre scolaire, puisque c'est quand même le cadre qui est le plus révélateur des problématiques de développement, avec le risque que le handicap ou l'échec scolaire se transforme en échec social, peut-être qu'on peut imaginer aussi, dans des espaces qui ne seraient plus consacrés uniquement à l'enseignement, des espaces dans lesquels on pourrait aller vers des perspectives de développement liées à des projets individuels, à des projets personnels, ou même à des explorations de... je sais pas, moi, Sarah, je te tutoie, je devrais peut-être pas, mais par exemple, quelqu'un qui est passionné d'animaux, pourquoi pas le laisser travailler pendant un certain temps sur cette question-là, dans un espace de 2 heures par semaine qui lui permet d'aller au bout de sa passion et de peut-être trouver un boulot derrière, trouver une profession, trouver un intérêt suffisamment fort pour que les difficultés soient dépassées, soient pas dépassées pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir aux profs de maths, mais soient dépassées par le désir qu'on a de la dépasser. Voilà ce que je pouvais dire comme ça de ce que j'avais entendu tout à l'heure.